On est de plus en plus dans des ventes complexes, dans des ventes système. C'est d'avoir un outil qui permet d'apporter de la valeur parce que tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui va nourrir, tous les insights, toute la data, elle est disponible. Avec les apports de l'intelligence artificielle, que ce soit à travers la plateforme Sales Navigator, là ça a juste été en termes de potentiel, c'est bluffant. C'était déjà un super outil enrichi avec de l'IA, c'est assez fou. LinkedIn Sales Navigator, c'est très puissant, c'est extrêmement puissant pour développer le business. Déployez-le assez largement et utilisez vos référents, vos champions pour pouvoir vous accompagner dans ce changement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au LinkedIn Paris Sales Connect Get Future Ready. Je suis Claire Flamand-Castro, responsable des équipes SMB Mid-Market pour LinkedIn for Sales, pour le marché français et italien. Ravi de vous accueillir ici dans nos locaux Campus Microsoft. Alors, Campus Microsoft, évidemment, faire finalement des innovations, de technologies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces innovations, ces technologies, elles sont au cœur de toutes les conversations. Elles sont au cœur aussi de toutes les préoccupations. Dans cette idée, nous avons développé ce LinkedIn Sales Connect. Alors, c'est une série d'événements, je viens de dire. Alors, on a commencé à New York, on a poursuivi notre route. Singapour, Sydney, Sao Paulo, Mexico, et puis la semaine dernière, Londres, Milan, et nous voici finalement, on arrive en bout de course et on est à Paris. On est ravis de vous recevoir ici. L'idée de ce Sales Connect, c'est véritablement vous partager nos idées d'innovation, ce qu'aujourd'hui LinkedIn développe pour changer notre approche commerciale de demain. On vous a concocté un petit agenda, alors espérons-le inspirant. On aura l'occasion de voir ensemble, explorer ensemble l'écosystème français en particulier, comment aujourd'hui le paysage français en termes de B2B évolue. On aura également l'occasion de discuter du parcours d'achat véritable et de sa transformation et comment l'intelligence artificielle intervient et altère quelque part ces parcours d'achat. Cela va sans dire, on va parler d'innovation, on va vous dévoiler nos innovations produites en termes d'intelligence artificielle autour du Sales Navigator. Et puis, on a l'honneur d'avoir aussi des témoignages de leaders qui nous expliqueront aussi comment ils se préparent pour l'avenir dans cet écosystème changeant. Et on finira cette session avec justement le témoignage de Microsoft et son accélération en termes de transformation digitale grâce à l'intelligence artificielle. Évidemment, il s'agit d'un espace de communication, un espace d'échange aujourd'hui. Alors souvent, j'ai l'occasion de parler avec nombre d'entre vous. Et puis, les questions sont assez récurrentes finalement. On nous dit, aujourd'hui, en tant que leader, je ne sais pas quel est le moyen d'apporter le plus de productivité à mes équipes. Je me demande encore comment je vais faire en sorte que toute ma force commerciale soit performante. On se pose des questions quant à l'intelligence artificielle elle-même, parce que l'intelligence artificielle est véritablement partout. Elle est au cœur des conversations. Mais finalement, comment je l'intègre dans mes process? Comment je l'intègre dans ma stratégie? Si tant est que j'en ai une, évidemment. Donc, toutes ces questions,
je vais être honnête avec vous, c'est des questions que je me pose également moi-même. C'est des questions qui reviennent. Aujourd'hui, je ne vous promets pas de répondre à tout ça, mais par contre, ce que je peux vous promettre, c'est d'essayer de vous donner des idées enrichissantes qui pourront peut-être vous inspirer pour comprendre justement ce qui peut être fait aujourd'hui pour améliorer votre demain. Alors aujourd'hui, je vous propose de voyager. Je vous propose un voyage vers le futur. Ah oui, je ne mets pas ce genre de veste tous les jours, hein, je vous l'avoue. Je l'ai mise juste pour vous. Et l'idée, c'est de vous emmener vers ce futur. L'idée, c'est de vous préparer à être future ready. On a l'idée que ce Sales Connect, c'est le départ de quelque chose. Alors, ce que j'aspire, c'est que ce ne soit que le début de nos conversations. Et si vous avez envie de poursuivre vos conversations, n'hésitez pas à les poursuivre sur la plateforme. Vous avez le hashtag SalesConnect24 qui est là pour vous. L'idée étant de faire en sorte que ce soit une opportunité également pour chacun d'entre vous, pour vous rencontrer, pour faire en sorte d'échanger, discuter au-delà de cette salle de réunion. Et puis ensuite, évidemment, vous aurez l'espace de networking en dehors de cette salle pour vous rencontrer. Alors n'hésitez pas également à profiter des animations qui sont à votre disposition. On en profite, vous êtes chez LinkedIn, n'oubliez pas. Donc, quand on a l'occasion, on refait sa petite photo de profil. On a aussi l'occasion de se connecter avec nos pairs, de discuter avec eux. Vous aurez aussi des animations. Et puis alors, petit clou, quand je vous disais que c'est important pour nous de continuer vers la suite, juste pour info, votre petit badge que vous avez, alors outre disposer de votre identité du QR code, ce qui est intéressant de votre petit badge, c'est que vous pourrez aussi le replanter. Voilà, c'est bio, c'est nature friendly, on aime. Voilà. Pour revenir à nos ambitions, je pense que qui mieux que aujourd'hui Ryan Roslansky pour nous parler de notre vision. Mesdames et messieurs, Ryan Roslansky. Hello, and welcome to LinkedIn's Sales Connect 2024. I'm excited to kick off this event where business leaders like you are gathering to discuss how we are all trying to stay ahead in the changing business landscape. At LinkedIn, building solutions to connect sellers with buyers is a top priority because that's the driving force behind economic growth in the global economy. Over the past year, I've spoken with many of you, and a common challenge has emerged. How do we accelerate growth in a complex environment? The shift has moved from growth at any cost to financially responsible growth. And that's why I'm excited about the announcements you're going to hear more about today. We're introducing new AI features in Sales Navigator to help every team member perform at the level of your top sellers. These tools will make it easier to find contacts and provide comprehensive insights about buyers. It uses our authentic first-party data to streamline prospecting, engagement, and deal closing, freeing your sellers to focus on building relationships and driving growth. We're building all of this on top of the trusted foundation of LinkedIn. Behind that blue app that's on many of your phones is a mapping of the world's economy. More than 1 billion members and over 70 million companies. Our economic graph offers unparalleled insights about movement in the global workforce as it updates over 5 million times per minute. Using that data, our AI technology in partnership with Microsoft, and our verified identity platform, we build trusted AI products that help create economic opportunity for every professional. As we move forward, remember, the leaders who stay agile and invest in both skills and technology will be the ones driving the most impact. By embracing AI to streamline work, elevate sales productivity, and build deeper customer relationships, you'll position your teams and your business for more sustainable growth. Thank you all again for your partnership with LinkedIn as we all become future ready together. Have a wonderful Sales Connect. Thank you. Je sais pas vous, mais moi, ce petit accent américain, ça me donne vraiment envie d'être future ready, quoi. Mais avant, j'invite à me rejoindre sur scène notre country manager
France, Fabienne Arata, Caen, qui va nous expliquer un petit peu notre écosystème français. Fabienne, à toi de jouer. Merci beaucoup Claire. Alors moi je n'ai pas un accent américain, je vais essayer de ne pas avoir mon accent basque puisque la deuxième partie de mon nom est basque. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui, de retrouver tant de visages connus pour ce Paris LinkedIn Sales Connect. Alors, comme Claire vous l'a évoqué, notre propos aujourd'hui sera d'explorer ensemble évidemment de nouvelles perspectives sur notre environnement, sur vos métiers, de construire ensemble des relations durables, pérennes, et on le verra en particulier dans cette salle avec la puissance de votre réseau collectif. Et puis surtout, comme Claire l'a souligné, le propos, l'ambition d'aujourd'hui est d'anticiper notre avenir commun qui, vous le savez, est en perpétuelle transformation. Selon une étude que nous avons récemment publiée, aujourd'hui, 8 dirigeants sur 10 dans le monde entier, 5000 dirigeants, estiment que notre environnement est évidemment complexe, mais cette complexité, elle ne cesse de s'intensifier et ces changements vont continuer de s'accélérer sur les 3 prochaines années. Et notre président l'a rappelé précédemment, dans un monde en perpétuelle évolution, évidemment un certain nombre de défis pour vous quotidiennement. Et vous le savez, vous êtes ceux et celles qui conduisez la croissance de vos entreprises, en charge du développement commercial de chacune de vos organisations. Mais surtout, elle est porteuse avant toute chose d'opportunités. Chez LinkedIn, notre mission, Ryan l'a rappelé précédemment et vous le savez, elle est d'offrir des opportunités économiques à chaque professionnel dans le monde entier. Notre métier, qui matérialise cette vision, consiste à connecter chacun des professionnels entre eux et ces professionnels avec les entreprises, les candidats avec les recruteurs, les apprenants avec les formateurs sur nos activités de formation, les communicants et les équipes marketing avec vos clients et vos prospects, et puis, au premier rang de cela, chacun d'entre vous, vos organisations commerciales avec vos prospects et vos clients. Cette mission et cette vision, elle se matérialise par ce que nous appelons l'économie graph, c'est-à-dire la cartographie digitale de l'ensemble de l'économie, des flux, que ce soit des flux d'emploi, des flux de compétences ou également des flux de biens et de services. Aujourd'hui, cette mission, elle se matérialise par 1 milliard de professionnels qui chaque jour communiquent, échangent, travaillent sur LinkedIn, 68 millions d'entreprises, une taxonomie de 41, je ne sais jamais si on dit 41 ou 41 000 compétences, 41 000 compétences, qui est aujourd'hui la plus large et la plus profonde du marché, et ce qui fonde le socle de données uniques que nous mettons à votre disposition. Une bibliothèque de 22 000 cours de formation, et en particulier des formations au développement et à l'activité commerciale sur chacun de votre métier, et puis 14 millions d'offres d'emploi. Ce graphe, cette cartographie digitale, Ryan l'a rappelé, il est mis à jour 5 millions de fois par minute. Plus précisément en France, cette cartographie, elle s'incarne par 30 millions de professionnels, c'est-à-dire 90% de la population active en France est représentée sur LinkedIn. Plus important pour vous, sur ces 30 millions de professionnels, 13% d'entre eux ont un niveau hiérarchique directeur et au-delà, c'est-à-dire sont des professionnels en puissance de décision. Ce sont vos prospects, ce sont vos clients, et puis bien évidemment, ce sont vos équipes qui sont également présentes sur LinkedIn. Avec, au premier rang desquelles,
les activités de services, de conseil, de finance qui sont très largement représentées également dans cette salle. Alors zoomons un instant sur cette salle. Qui nous sommes aujourd'hui réunis ensemble, qui vous êtes aujourd'hui réunis ensemble pour partager sur cet environnement et sur ce futur qui nous attend. Vous représentez dans cette salle ici aujourd'hui 160 entreprises, 15 secteurs, 41 industries et je l'ai souligné, vous êtes à l'image de LinkedIn en France, les activités de services et de conseil, de technologie et d'information, et puis le conseil aux entreprises. Mais cela va bien au-delà, parce que la puissance que vous représentez aujourd'hui, c'est surtout la puissance de votre réseau, la puissance des connexions que chacun d'entre vous avait la capacité de partager avec celui ou celle qui est aujourd'hui assis à côté de vous, que peut-être vous ne connaissez pas, et qui peut-être dans quelques jours, quelques mois, quelques années, vous apportera une opportunité, vous apportera un nouveau business, ou peut-être changera votre vie parce qu'il vous apportera aussi la capacité d'évoluer dans votre emploi. Ce que vous représentez aujourd'hui avec les 160 entreprises que vous incarnez, c'est au total 24 millions de relations avec des décideurs nationaux, avec vos prospects et avec vos clients. Ce que vous représentez est la puissance que vous portez juste ici dans cette salle, 6,5 millions d'entreprises que vous pouvez adresser via LinkedIn. Alors maintenant qu'on est un peu plus rassurés, confiants, en tout cas qu'on a tous pris confiance de la puissance que vous représentez en termes de connexion, en termes d'opportunités et en termes de croissance, quelles sont les opportunités et les défis qui sont devant nous? Vous l'avez probablement vécu, comme nous l'avons vécu également chez LinkedIn à vos côtés et dans l'ensemble des conversations que j'ai avec chacun d'entre vous et avec vos dirigeants. Une année 2024 qui a été très complexe pour l'ensemble de nos pays européens, avec une croissance en France très significativement inférieure à celle du monde, 1,2%, 2,7% dans le monde, ce qui était somme toute également beaucoup plus faible que les années précédentes. 2025 sera tout aussi contrasté, avec une croissance au niveau mondial qui restera à peu près à l'étiage et une croissance française attendue légèrement au-dessus de 1%. Pour autant, un certain nombre de signaux positifs, et en particulier la baisse de l'inflation en France et dans le monde, et une demande des consommateurs sur laquelle nous percevons d'ores et déjà un certain nombre de signaux faibles plutôt positifs. S'ajoute à cela la baisse du taux de 50 points des différentes banques centrales qui vont également permettre d'accélérer cette demande ou en tout cas de soutenir cette demande des consommateurs partout dans chacun des pays. En termes d'emploi, comment est-ce que cela s'est traduit? Là également, le marché reste très contrasté. La première conséquence de la faible croissance que j'évoquais tout à l'heure, évidemment une contraction globale, générale dans chacun des pays, des tendances de recrutement. Ce qui a eu pour effet d'inverser le rapport de force entre les candidats d'une part et les entreprises d'autre part, puisque ce que nous mesurons chez LinkedIn, c'est le nombre de candidats pour une offre d'emploi. Ce sont les chiffres que vous voyez figurer sur ce tableau. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 3,5 candidats pour une offre d'emploi. Pour vous donner un ordre de grandeur, sortie de pandémie, nous étions à 1 candidat pour une offre d'emploi. Donc un marché qui était à l'époque extrêmement en tension sur l'ensemble des métiers et qui aujourd'hui redevient favorable à l'ensemble de vos organisations en termes de recrutement. Donc une opportunité pour vous d'aller sourcer, trouver les candidats qui vont conduire votre croissance. En revanche, un certain nombre de métiers restent pénuriques. En particulier,
sur les ressources et sur les talents qui disposent aujourd'hui des compétences que nous allons évoquer pour utiliser les outils qui vont vous être présentés, qui sont les compétences en termes d'IA, la faculté d'adopter ce changement, la faculté à collaborer. Donc un certain nombre de compétences comportementales qui sont aujourd'hui particulièrement décisives pour vos équipes commerciales. Alors lorsqu'on parle de compétences, il est également important de pouvoir se projeter sur l'avenir. Nous anticipons, sur la base des données de la cartographie digitale des emplois et des compétences que je présentais précédemment, que d'ici 2030, environ 70% de l'ensemble des compétences, quels que soient les métiers, quelles que soient les fonctions dans tous les secteurs industriels, ont vocation à se transformer. Pour plusieurs raisons. Évidemment, l'arrivée de l'IA générative dans chacune des fonctions. La transformation et le verdissement de l'économie qui implique dans tous les métiers, que ce soit ceux de la finance, que ce soit les vôtres, que ce soit ceux des RH, d'avoir aujourd'hui ce que nous appelons un certain nombre de compétences vertes. La révolution démographique. Ces trois sujets aujourd'hui conditionnent la transformation radicale des compétences pour tous les métiers. Et même si vous ne changez pas d'emploi, votre métier change pour nous. Souvenez-vous, il y a 3 ans, 5 ans, est-ce que chacun d'entre vous exerciez votre métier de la même manière qu'aujourd'hui ? Est-ce que vous aviez l'habitude de contacter votre client, d'aborder vos prospects, d'aborder le parcours d'achat de la même manière que vous le faites aujourd'hui ? Certainement pas. Fort probablement, à l'aune de ces changements en termes de compétences et ce qui va vous être présenté en termes de parcours d'achat, votre métier dans 3 ans aura radicalement changé. Et pour preuve, plus précisément sur les métiers de la fonction commerciale, est attendu un taux de changement des compétences de 59%. Donc quand vous prenez, chacun d'entre vous, le portefeuille des compétences que vous avez la nécessité d'aborder aujourd'hui pour exercer votre métier dans les meilleures conditions, ayez à l'esprit que près de 60% d'entre elles auront radicalement changé d'ici 2030. Alors notre propos aujourd'hui sera bien évidemment de vous accompagner et de vous présenter l'ensemble des innovations pour pouvoir aborder cet environnement et ces transformations dans les meilleures conditions et de continuer de manière, avec beaucoup de succès, de conduire la croissance dans chacune de vos entreprises, mais surtout de vous présenter quelques solutions, innovations pour adresser l'ensemble des opportunités qui s'adressent à vous. Et pour le faire, j'ai le plaisir d'accueillir Billy Oriental. Billy qui est le directeur Enterprise France et Europe du Sud pour l'ensemble des solutions Sales Navigator. À toi Billy. J'attendais que le générique termine pour venir sur scène. Merci beaucoup Fabienne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment très content que nous puissions nous retrouver ce matin. Très impressionné par la puissance du réseau que nous cumulons tous ensemble. Waouh! Je me présente, Billy Oriental. Je suis responsable des marchés entreprises pour la France et l'Europe du Sud pour LinkedIn for Sales. Alors, nous l'avons vu au travers de l'écosystème que nous a présenté Fabienne. Les dirigeants d'entreprise et les leaders commerciaux naviguent dans un environnement certes riche en données et en informations, mais que je me permettrai, quoi qu'il en soit, de qualifier de complexe. Alors, dans cet écosystème qui a été présenté avec tout de même un petit peu d'optimisme, nous avons vu que les prévisions économiques se veulent être encourageantes. Nous mettrons, quoi qu'il en soit, en exergue quelques difficultés identifiées sur le marché qui mettent énormément sous tension les organisations commerciales et les dirigeants d'entreprise. Mais nous prendrons quand même le soin de visualiser comment
ce contexte technologique qui se veut être optimiste, qui souhaite amener de l'enthousiasme soutenu par l'IA, dans ce contexte, comment est-ce que les dirigeants d'entreprise doivent impérativement adopter et embarquer les bonnes technologies afin de mieux maîtriser leur trajectoire de performance pour les mois et années à venir. Avant toute chose, j'aimerais avoir un ressenti sur le sentiment dans la salle aujourd'hui, face à la question suivante, en levant la main s'il vous plaît. Combien d'entre vous se sentent d'ores et déjà, je dirais, confiants et prêts à affronter les défis macroéconomiques et technologiques de demain? Combien d'entre vous se sentent d'ores et déjà prêts à affronter les défis macroéconomiques et technologiques de demain en levant la main, s'il vous plaît? D'accord? Donc entre les mains qui sont à demi levées, celles qui sont un petit peu timides et celles qui sont franches, très rapidement, je peux voir que nous avons une minorité de mains levées. Et je souhaite vous rassurer sur le fait que cette réalité est également celle que nous observons sur le marché. Donc en France, nous avons 40% des dirigeants commerciaux qui disent être très confiants à affronter l'avenir. Donc en d'autres termes, nous avons une majorité d'entre eux, à hauteur de 60%, qui, tout comme vous, n'ont pas ce sentiment de clarté, cette notion de contrôle sur la manière dont ils doivent affronter l'avenir. Et lorsque l'on y pense, cela est tout à fait normal dans le contexte macroéconomique particulièrement tendu dans lequel nous évoluons. Les entreprises, les organisations commerciales, vos entreprises se retrouvent forcées à réévaluer leur mode opératoire lorsqu'il s'agit de prendre les décisions en interne, à revoir leur structure organisationnelle propre à leurs divisions et différentes entités en interne, à réajuster et réévaluer leur appétence à allouer du budget. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les départements commerciaux qui sont au centre de cet enjeu à porter la croissance économique de l'entreprise se retrouvent dans cette situation difficile à constamment devoir faire toujours plus, mais avec moins de ressources. Je vois quelques visages qui sourient lorsque je mentionne cette phrase. Alors pourquoi 60% des dirigeants commerciaux ne se sentent pas prêts face à l'avenir? Nous allons observer certaines complexités que nous pensons être particulièrement notables et impactantes sur le marché en France. La première, la complexité accrue à maîtriser et contrôler l'ensemble des intervenants dans un cycle de décision d'achat. Aujourd'hui, nous comptons plus de 11 personnes impliquées dans un process de décision d'achat. Il y a 10 ans, en 2014, ce chiffre était de plus de 5 personnes impliquées dans un process de décision d'achat. Ce chiffre a ensuite évolué à plus de 8 personnes en 2019 et nous sommes aujourd'hui face à plus de 11 personnes impliquées. Donc, vous pouvez seulement imaginer le niveau de complexité et le défi que vos départements commerciaux doivent affronter pour être capables de créer du lien, de la relation et de la confiance avec chacun de ces différents personas tout au long du process de vente. Et je vous laisse également seulement imaginer comment ce nombre peut se démultiplier très rapidement lorsqu'il s'agit d'organisations qui ont des divisions et des entités qui opèrent de façon indépendante les unes aux autres. Nous franchissons très facilement les plus de 20 personnes. Un autre défi notable est celui lié à la multiplication des contrats qui n'aboutissent pas. Nos études et nos analyses montrent que 40 à 60% des contrats n'aboutissent pas. C'est significatif. Avec ce type d'information en tête,
et en repensant encore une fois aux défis que doivent porter les départements commerciaux face au contexte macroéconomique, elles se doivent de redoubler d'efforts pour être encore mieux préparées. Une autre information et statistique notable nous met également en exergue le fait que les acheteurs n'accorderont que 5% de leur temps aux commerciaux. En d'autres termes, dans le monde digital d'aujourd'hui, les acheteurs accèdent à toutes les informations dont ils ont besoin directement en ligne. Ils n'ont plus besoin d'attendre d'être en face de vos équipes commerciales pour pouvoir faire avancer leurs réflexions et leurs décisions. Ils vont donc accéder aux différentiels concernant les politiques tarifaires. Ils vont accéder aux spécificités produits et services que vous proposez. Et bien évidemment, lorsque les commerciaux sont enfin capables d'être en face du décideur, ils ont intérêt à être ultra préparés. Troisième défi notable, une sorte de confusion concernant l'approche à suivre pour intégrer l'IA à la stratégie d'entreprise. C'est un véritable défi que nous entendons au quotidien. 40% des dirigeants commerciaux nous disent être presque submergés face à cette abondance de possibilités de technologies assistées par l'IA. Ils nous disent également ne pas se sentir prêts et avoir un manque de clarté. Donc dans ce contexte-là, il va être très important à ce que les directions commerciales, les exécutifs de vos entreprises prennent le sujet à bras-le-corps et revérifient encore et toujours plus comment intégrer l'IA à la stratégie d'entreprise. L'IA crée de la confusion, mais l'IA va continuer de faire de plus en plus partie du paysage quotidien de votre vie en entreprise. Avec cette phrase que vous voyez là à l'écran, nous essayons de mettre un message clair entre les mains de tous les décideurs du marché. C'est-à-dire l'IA est aujourd'hui un moteur de votre avantage concurrentiel. Et pour que vos entreprises puissent véritablement accentuer et profiter de cet avantage concurrentiel qui est à leur portée, elles se doivent de nouer un partenariat avec des collaborateurs de confiance qui pourront leur donner accès à des données de haute qualité qui évoluent en temps réel. Et c'est là que LinkedIn souhaite se positionner à vos côtés. Donc, comme vous l'avez vu auparavant, vous allez pouvoir aujourd'hui, tout de suite maintenant, accéder à plus d'1 milliard de membres dans le monde présents sur le réseau social professionnel de LinkedIn et profiter d'une richesse de données avec, comme nous l'avons mentionné, 5 millions de mises à jour par minute. Alors en couplant cette richesse de données et d'informations avec les modèles d'IA les plus performants du marché, comme celui de Microsoft, c'est là que vous avez véritablement et concrètement un pas d'avance pour aller chercher cet avantage concurrentiel. Et nous avons 3 recommandations pour vous aider à mettre le pied à l'étrier, à avancer beaucoup plus vite que la tendance du marché actuel et donc aller plus vite que vos concurrents potentiels. Cette première recommandation est de mettre les ventes aux avant-postes de votre stratégie IA. Aujourd'hui, avec la bonne technologie, vous êtes capable de doubler le temps que passe l'ensemble de vos commerciaux à avoir des conversations de qualité avec les clients. Aujourd'hui, nos données montrent que les commerciaux passent uniquement 22% de leur temps en moyenne par semaine à vendre.
c'est l'équivalent de 9 heures en moyenne par semaine à véritablement vendre. Donc, nous sommes en train de dire là que la majorité de vos commerciaux passent la majorité de leur temps à faire autre chose que vendre. Et bien évidemment, avec les enjeux face à nous aujourd'hui, il est normal que les collaborateurs internes à vos départements commerciaux passent du temps à remplir le CRM. Je pose parce que je vois énormément de sourires. Je vais répéter cette phrase, j'ai l'impression qu'elle fait résonner beaucoup de monde. Vos commerciaux passent énormément de temps à remplir le CRM. Ils passent également un temps nécessaire et pertinent à devoir se former sur les méthodes de vente adéquates, se former sur les produits techniques et les solutions que vous faites évoluer au sein de votre entreprise et autres tâches administratives. Donc imaginez seulement comment la technologie assistée par l'IA pourrait aider vos commerciaux à automatiser certaines des tâches que je viens de mentionner et récupérer 12 heures de temps. Recommandation pour aller chercher plus de business et aller chercher cet avantage compétitif et concurrentiel. Deuxième recommandation, incorporer l'IA aux bonnes pratiques commerciales. Donc, au sein de vos organisations commerciales, vous avez déjà des profils qui surperforment et des bonnes pratiques commerciales. J'entends par là ces comportements gagnants, à savoir cette capacité à prioriser au sein d'un portefeuille client ceux qui vont permettre d'aller chercher le plus gros potentiel. Autre exemple sera cette capacité à se préparer en récoltant le bon niveau d'information avant un rendez-vous et une rencontre avec un décideur d'une entreprise et en savoir plus sur l'entreprise en question. Ou alors même cette capacité à identifier tous les interlocuteurs clés et avoir les bons niveaux d'information sur chacun d'entre eux avant le rendez-vous. Et aujourd'hui, encore une fois, avec la bonne technologie IA entre vos mains, vous pouvez aider les membres de vos équipes à optimiser ces bonnes pratiques et aller beaucoup plus vite dans ce type d'activité. Troisième recommandation, intégrer les compétences en IA dans vos recrutements. Fabienne a touché le point il y a quelques minutes. 47% des dirigeants commerciaux en France expérimentent des outils IA de façon autonome. Donc, il y a une vraie appétence, un réel engouement, un vrai intérêt au sein des collaborateurs internes à votre entreprise à aller plus loin, à en savoir beaucoup plus, à être mieux formés sur ces technologies. Le paradoxe est que lorsque nous regardons les fiches de description de poste pour un commercial, le critère propre à l'IA n'est que très peu représenté et mentionné. Donc une réelle fenêtre d'opportunité sur ce point à consolider avec vos entreprises et les collaborateurs internes. Avant de vous quitter, j'aimerais réitérer un enjeu immédiat pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, qui est de permettre à l'ensemble des collaborateurs des divisions commerciales de passer plus de temps à échanger et converser avec leurs clients. C'est un enjeu clé et critique, avoir plus de conversations de haute qualité avec les bonnes personnes. Et en tant que leaders commerciaux au sein de vos entreprises, vous devez être impliqués dans cette mission et être force de proposition face à votre direction, face aux exécutifs, face aux investisseurs, à implémenter la bonne technologie
et faire ce premier pas grâce à l'élan que peut apporter très rapidement la force commerciale au sein de vos entreprises. Merci à tous et à toutes. Ça marche. Bonjour, moi je suis Clémentine Tilliard, je suis responsable du segment entreprise en France. Je vais accueillir aujourd'hui Dorine Pernel, Stéphane Leching et Bernard Nassiri. On a vu ce matin que le processus de vente était de plus en plus complexe. On vous a parlé de la promesse de l'IA. Maintenant, on va essayer de vous aussi de répondre un peu à cette angoisse. Montez, je vous en prie, Stéphane, Dorine et Bernard. La mission de ce panel aujourd'hui, si vous l'acceptez, c'est de donner vos astuces, c'est ce que vous mettez déjà en place aujourd'hui. Alors, Dorine, je vais mettre vos fauteuils un petit peu plus en dessous. Ouais. Voilà. Chacun se met en dessous de sa photo, comme ça c'est beaucoup mieux. Hop. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté d'abord de faire partie de ce panel. On est très content d'avoir des belles sociétés françaises aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter et je vais vous laisser la parole. J'ai demandé moi ChatGPT, donc on n'est pas encore dans la version agent j'ai passé vos profils LinkedIn sur ChatGPT. Je leur ai demandé de me faire une petite présentation assez synthétique. Donc je vais commencer par Dorine, honneur aux femmes. Donc Dorine Pernel, tu es Chief Sales Officer chez Scaleway, avec une expertise forgée chez des leaders de la tech tels que Dataiku, Facebook Meta, Bloomberg. Tu as dirigé des équipes à Sydney, à New York, Paris et Londres, et tu opères désormais globalement chez Scaleway en leadant les équipes vente, marketing et success. Donc Dorine, le petit icebreaker traditionnel chez nous, c'est de demander qu'est-ce qui n'est pas sur ton profil LinkedIn et que donc ChatGPT n'a pas pu me dire. J'aime beaucoup. Déjà, bonjour à tous. Je suis déjà dans le bonsoir. Bonjour à tous. J'aime bien le icebreaker. Donc pour LinkedIn, je vais mettre un icebreaker. LinkedIn n'a pas tous les membres de ma famille et tout mon network. Déjà, il n'a pas mon grand-père. Donc LinkedIn ne peut pas savoir que je viens d'une famille de Docker. Et donc ma culture est aussi de là-bas. Je viens de Normandie. Et aussi, LinkedIn n'a pas mon fils de 2 ans, ce qui est normal, ce qui fait partie de ma vie. Donc à côté de cette vie professionnelle, des petits jeux de dinette et d'autres choses accompagnent ma vie. Est-ce que tu peux nous présenter ton organisation commerciale chez Scaleway, tes grands enjeux business en ce moment ? Ouais. Donc chez Scaleway, on est à peu près 70 commerciaux pour un total de membres d'équipe. On est 600 chez Scaleway. Donc il y a tout le cycle de vente dans les équipes, que ce soit de la prospection, le closing, les partners, les pre-sales, les CSM. Donc toutes ces équipes vont être accordées par ce qu'on appelle des pods, donc des familles d'industrie, et vont suivre le cycle de vente, on va dire, de manière naturelle, pour que le client ne sente pas vraiment ces étapes et ces changements de contact. Chez Scaleway, pour un petit peu expliquer ce qu'on vend et nos produits, donc nous vendons des produits de cloud et d'IA, donc c'est un petit peu le thème pour le coup. Nous sommes une solution souveraine avec des data centers et des personnes présentes en France et dans toute l'Europe. En plus de ça, nous sommes une solution aussi écologique et aussi complètement en sécurité pour la data, qui est très importante pour nos clients. Merci Dorine. Donc je vais continuer avec toi, Stéphane. Donc Stéphane, que me dit ChatGPT de ton profil LinkedIn ? Stéphane, tu es vice-président des ventes en France chez Content Square, après avoir évolué chez Salesforce. Tu t'es spécialisé dans la vente de solutions SaaS. Tu es un mentor reconnu pour l'adoption des méthodes Value Selling et Medpeak, qu'on aime beaucoup aussi. Ton expertise couvre les domaines du CRM, de l'e-commerce, de l'expérience client dans divers secteurs tels que le retail, la mode. Et aujourd'hui, tu gères la stratégie et la croissance des revenus sur le marché français. Je ne me trompe pas. Donc Stéphane, qu'est-ce qui n'est pas sur ton profil LinkedIn ? Déjà, merci à ChatGPT. Qu'est-ce qui n'est pas sur mon profil LinkedIn ? En fait, je vais vous partager quelque chose. C'est que moi, j'ai une passion, c'est la musique. Et étant jeune, j'adorais énormément la musique et je voulais devenir DJ. Donc j'ai pris des cours très tardivement et je me suis très vite rendu compte que c'était très compliqué, premièrement. Et deuxièmement, c'était pas là où on allait gagner plus d'argent. Donc c'est aussi pour ça que, et je pense que vous pouvez tous nous le dire, tous le partager ici. Et voilà, c'est pour ça que j'ai aussi atterri dans la vente, on va dire, quoi.
Voilà. Merci Stéphane. Est-ce que tu peux me présenter de la même façon Content Square? Bien sûr, ouais. Et puis Content Square, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une superbe licorne française. On a une grosse actualité puisque la semaine dernière, on a annoncé en fait notre nouveau branding, la nouvelle plateforme. En 2 mots, Content Square, on est à peu près 1800 personnes dans le monde. Ça fait un peu plus de 12 ans qu'on existe. Le fondateur est toujours Jonathan Cherki, en fait, qui est cocorico très français, marseillais même pour être précis. Et en fait, Content Square, ce qu'on fait, c'est très simple. En fait, on a une plateforme qui permet de capter toute la data sur un site web ou des applications en vue d'améliorer l'expérience client. Donc, de façon très simple, en fait, qui n'a jamais eu une mauvaise expérience client sur un site web? Je pense que vous pouvez lever la main. Et nous, ce qu'on fait, c'est capter cette data et faire des recommandations en vue d'améliorer l'expérience. Voilà. Et puis, on travaille effectivement dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine du retail, dans le domaine de la distribution, du B2B, du FSI également, sur lequel on a beaucoup de références. Et du point de vue organisation commerciale, donc au niveau France, on a une organisation commerciale qui est plutôt verticalisée par métier, donc à l'instar en fait des différents domaines d'activité. Un des enjeux clés pour nous, c'est d'être au plus proche de nos clients et parler le langage du client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de pouvoir aussi continuer à networker, avoir énormément d'impact sur un vertical spécifique. Merci beaucoup Stéphane. Bernard, je vais passer à toi. Donc, que dit ChatGPT de ton profil LinkedIn? Donc Bernard, tu es directeur des opérations et directeur commercial mid-market chez Coface. Tu as une expertise de leadership commercial international que tu as acquis notamment chez GE Capital, chez Europcar. Tu t'es spécialisé dans le change management, un sujet dont on appréciera d'avoir quelques conseils, en optimisant la performance des équipes de vente par des analyses de données, des processus améliorés. Donc on est pas mal dans le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'est pas sur ton profil LinkedIn, Bernard? Alors, moi, je vais plutôt aller sur... pas forcément... excusez-moi. Pas sur une anecdote forcément personnelle, mais plutôt sur une valeur. J'ai toujours été convaincu, évidemment je ne l'ai pas mis sur LinkedIn, qu'une des sources de réussite d'une personne ou d'un leader ou de toute personne se situait sur... les valeurs. Donc j'ai toujours eu tendance depuis toujours de dire c'est d'abord le savoir, après il y a le savoir-faire et puis il y a le savoir-être. Et le plus important, c'est le savoir-être, l'honnêteté, l'intégrité. Et dans l'organisation, c'est l'élément majeur qui permet à une entreprise de croître. C'est pas dans LinkedIn, mais c'est une valeur qui me suit depuis très longtemps. Une valeur intéressante à partager avec notre audience aujourd'hui. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu l'organisation commerciale et tes principaux enjeux chez Coface? Donc Coface, c'est une entreprise anciennement secteur public, pour ceux qui ont connu en tout cas dans les cours, parce que ça supportait le commerce extérieur français. Maintenant, ça a été privatisé, c'est listé, c'est en bourse. Donc on a une volonté de croissance, de rentabilité qui est toujours en cours. Et on a 800 personnes sur le terrain, 70 pays, 2 milliards de chiffres, 6000 personnes. J'allais dire, j'aurai l'occasion d'en parler après. On a parlé de change management, la transformation. Je pense que là, je suis à un endroit qui est en pleine mutation culturelle profonde et qui fonctionne. J'aurai l'occasion peut-être de le raconter après. Je pense que du coup on va y venir avec le premier thème. On a vu aujourd'hui là ce matin que effectivement l'IA allait nous aider à renforcer les relations clients. Mais aujourd'hui nous en tant que leader, on doit aussi inspirer, bien comprendre, avoir un bon niveau de confiance aussi dans la technologie IA. Donc j'aimerais un peu savoir au sein de vos organisations comment est-ce que vous développez vos propres connaissances en IA et comment est-ce que vous assurez que vos équipes aussi sont bien formées. Donc vraiment la partie connaissances et implémentation. Donc petite question peut-être rapide pour tout le monde, pour ceux qui ont envie de répondre. Qu'est-ce que vous intégrez? Est-ce que vous avez un petit tips, une petite astuce? Quelle astuce IA est-ce que vous les partagez aujourd'hui avec des gens qui font les mêmes fonctions que vous? Bernard? Je démarre. Ouais. J'utilise assez régulièrement effectivement pour toute recherche l'IA. C'est quasiment 3 fois par semaine sur des entreprises, sur des personnes, sur des méthodes, sur des nouveautés. Mais ça peut être aussi récemment je suis un grand fan
de ce qu'on appelle des comptes rendus, parce que ça permet de mémoriser, de pouvoir suivre dans le temps. Et effectivement, l'IA permet vraiment, c'est très puissant, je vous le recommande, d'utiliser l'IA pour faire des comptes rendus automatisés. Ça marche vraiment très bien. Merci. Dorine ? De mon côté et à côté de tout ce qui se passe sur l'IA en ce moment, c'est très dur d'arriver à se renseigner et d'être au courant de toutes les nouvelles technologies. Moi, c'est vraiment d'intégrer un club et de jouer avec le network qu'on va avoir. Il y a plein de clubs de l'IA qui existent sur Paris et aussi des clubs de communauté où il y a beaucoup de partage et c'est vraiment par ce partage, et j'en vois beaucoup des posts sur LinkedIn, etc., ou aller à des événements. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour garder aussi, être en amont de ce qui va sortir. Donc aussi de le savoir avant, ça aide beaucoup. Mais je te rejoins Bernard sur avoir la lecture synthétique, parce qu'il y a tellement de choses à lire que ça devient compliqué. Mais d'aller aux événements présentiels pour savoir en amont. On est ravis de t'avoir là. Stéphane, tu as un petit quotidien ? En fait, j'ai le sentiment, moi, c'est surtout une question de génération. Et on a surtout une nouvelle génération qui arrive et qui, par défaut, nous oblige en fait à utiliser des outils d'IA. Alors on le fait effectivement parce qu'il faut le faire, parce qu'on pour des sujets de productivité, mais je sens qu'il y a cette génération-là qui par défaut est infusée de l'IA, autant sur la vie personnelle que professionnelle, et ça nous augmente, on va dire naturellement en fait notre niveau d'appétence sur l'IA. C'est vrai. C'est vrai, merci. Donc merci pour ces petits tips. Dorine, chez Scaleway, tu as une approche très proactive en matière de technologie d'IA. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu prépares tes équipes à maîtriser tous ces outils ? Quels sont tes critères aussi pour adopter telle ou telle technologie ? Donc, on a un petit peu une culture chez nous où on aime bien essayer et poker. Donc il y a beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de nouvelles startups. On a la chance chez Scaleway d'être aussi très présent à Station F, ce qui fait qu'on connaît déjà les Next 40 qui sont sortis hier à 17h en avance. Donc on va pouvoir aussi être avec cette communauté et on va aller essayer leurs produits. Et ce que j'ai aimé dans la keynote juste avant, c'était de faire attention à la qualité de la data. Ça, c'est très, très important quand on POC, de regarder derrière leur algorithme ou quelqu'un de technique de chez vous pour être sûr que déjà l'API et la data va pouvoir se connecter avec la vôtre. Si c'est pas le cas, faut pas y aller. Ça va être très compliqué, très complexe, très long pour les équipes. Ensuite, au niveau de l'adoption, c'est très culturel et je te rejoins là-dessus. Il faut tout le temps en parler, démocratiser le changement et dire de toute façon, on va tester toutes les semaines quelque chose de nouveau, que ce soit un leader, un individu qui va le faire. Et il y a par exemple une IA qu'on vient juste de tester pour notre événement qui a arrivé la semaine dernière. C'est une IA générative de vidéos. Ça s'appelle iGen. Cette IA va prendre une photo de vous qui vont appeler un avatar, qui va prendre aussi un timbre de votre voix, qui va ensuite générer des centaines de vidéos que vous allez pouvoir envoyer dans une multitude de langues. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça recopie votre accent. On a testé sur des personnes qui vont être, par exemple, du Middle East, des personnes qui vont être Spanish chez nous, et toutes les vidéos étaient bluffantes. Je les ai même envoyées à des amis pour dire t'en penses quoi ? C'est quelqu'un de mon équipe qui l'a fait, etc. Oh super, il pitch trop bien et tout, naturel. Tant mieux parce que c'est une IA. Et ça nous a permis excuse-moi Clémentine, ça nous a permis d'inviter à notre événement des centaines de personnes qu'on avait envie grâce à ces vidéos. Grâce à une vidéo complètement personnalisée, c'est dingue. Merci. Merci Dorine. Stéphane, chez Content Square, tu as également mis en place des outils d'IA, notamment pour l'analyse des interactions, la préparation des réunions. Est-ce que tu peux nous partager du coup ton organisation et tes techniques ? Donc, on a 3 enjeux en fait chez Content Square. Le premier, en fait, c'est augmenter le revenu, évidemment. Le deuxième, c'est l'efficacité opérationnelle. Et je pense que dans la salle, on peut tous se dire que, surtout au regard des enjeux de la présentation de Billy tout à l'heure, de quelle manière on peut être extrêmement efficace et faire du focus. Et le troisième qu'on met en œuvre tout au long du cycle de vie du client, c'est l'expérience. Et quand on parle d'expérience, c'est l'expérience vis-à-vis de nos clients. De quelle manière en fait nos clients vont ressentir une expérience qui soit sans couture. Et par rapport à ça, en fait, on a mis en place un certain nombre d'outils. Le premier que je peux citer, en fait, c'est Clary. Donc c'est un outil de forecasting. Comme on le sait, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, on doit forecaster et être extrêmement précis.
Et on nous demande, en tant que leader, en fait, de connaître tout sur tous les dossiers, sur tous les sales, sur toutes les interactions. Et clairement, c'est impossible. Et donc, cet outil permet, en plus de forecaster, de pouvoir enregistrer en fait toutes les interactions, toutes les vidéos, toutes les interactions, et surtout de rejouer, et surtout, en top de rejouer, d'avoir des sentiments. Donc, je m'explique, vous faites une réunion avec un prospect, maintenant c'est 30 minutes, c'est plus 4 heures. Donc vous faites cette réunion pendant 30 minutes et ce recording va vous donner des sentiments. Est-ce que ça a parlé de budget? Est-ce que le sentiment était positif? Est-ce qu'on a parlé de compétition? Et là, on peut aller extrêmement plus loin, c'est aussi poser des questions directement à cette vidéo. Est-ce que il y a une prochaine next step? Est-ce que la valeur a été démontrée pendant cette vidéo, pendant ce meeting en fait? Et c'est là où on n'est plus dans uniquement recevoir de l'information, mais interagir de façon très efficiente. Et l'autre point qui est extrêmement intéressant, c'est que le scoring associé à ça permet de se dire que sur une opportunité, on a un scoring qui varie en fonction de l'intonation, des mots-clés, etc. Donc là où le sales va nous dire « c'est bon, t'inquiète, ça va rentrer », on la connaît celle-là. Bizarrement, quand on lui demande s'il a parlé budget, oui, j'ai parlé budget, il n'y a pas de compétiteur, j'ai le decision maker, et ben quand on croise les infos avec l'IA, on a un tout petit peu de différence, quoi. C'est assez intéressant. Donc voilà, c'est un des use cases qu'on utilise, on en a plein d'autres, on pourra en parler après, mais voilà. Celui-ci est extrêmement intéressant en tout cas. Super intéressant pour la prévisibilité des résultats. Bernard, chez Coface, tu as équipé ton équipe aussi d'IA, notamment pour les opérations commerciales. Tu as intégré même certaines fonctionnalités directement dans le CRM, et ça, je pense que c'est aussi, on parlait du temps passé des commerciaux dans le CRM. Donc là, ça nous intéresse aussi de connaître les initiatives que tu as mis en place et comment est-ce que tu utilises ces outils. Oui, donc pour faire court, depuis 2 ans, en fait, on a effectivement changé de CRM, Microsoft. On a aussi LinkedIn, complètement connecté, ça tombe bien le titre de ce meeting. Tout est synchronisé, tout est traqué. Et effectivement, on a eu le choix d'aller sur 3 niveaux, développement des ventes, la rétention des clients ou le back-office. Et on a fait plutôt le choix d'aller sur les 2 premiers. J'en parlerai tout à l'heure probablement sur comment on travaille sur la rétention de nos clients, mais sur l'amont, on a mis en place en même temps ce qu'on appelle le lead generation, ce qui n'était pas classique, on va dire, dans l'assurance. Alors je suis un ancien d'Europecar, donc forcément le digital était partout, et donc on a mis en place un plan pour création du lead en même temps qu'on développait nos commerciaux, et on a mis effectivement tout un ensemble de processus ou de méthodes pour amener des leads qualifiés avec des scorings qui retombent directement dans le CRM du commercial, et effectivement, ça amène de l'efficacité. Donc ça, c'est quelque chose de très concret, effectivement, qui nous permet d'être beaucoup plus performants. C'est très concret, surtout dans le contexte de Coface aussi, parce que donc du coup peut-être que pour expliquer un petit peu, moi je connais un peu le contexte, mais c'est vrai que vous aviez un sourcing de leads qui se faisait via des partenaires, et qu'aujourd'hui vous avez complètement intégré cette partie du cycle, quoi. Et effectivement, donc en tant que directeur commercial, évidemment ma mission, c'est de développer le commerce, et un des objectifs, c'était comment, on n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais effectivement, Coface est traditionnel, on passait beaucoup par des courtiers, et donc c'est venu par la diversification, par les ventes directes, par des segments différenciants, des produits qui créent de la valeur, et effectivement, il fallait amener cette transformation, et le CRM, LinkedIn, toute cette partie IA en fait partie, et c'est ce qui nous permet effectivement de faire les croissances qu'on voit, c'est-à-dire 30% de croissance depuis 5 ans. Super, merci beaucoup. Merci pour ce partage, pour ces perspectives. On observe que l'IA permet de dégager plus de temps pour l'interaction humaine, donc ça nous permet de faire des événements, a priori. Billy a parlé de l'importance de nouer des relations avec davantage de membres, qu'il y a de plus en plus de membres, en fait, de personnes qui et eux aussi, qui interviennent dans le processus de décision. Maintenant, comment est-ce que l'IA peut nous aider à renforcer et prioriser les relations humaines? Stéphane, toi chez Content Square, tu mentionnes souvent l'importance d'une stratégie relationnelle bien ciblée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que l'IA t'aide à optimiser la prospection, les aspects que tu verrais bien automatisés et ceux qui doivent rester vraiment complètement portés par l'humain?
Premier point, déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Billy tout à l'heure et Fabienne, hein, c'est ça. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus complexe. Je suis complètement aligné sur le fait que pour les ventes complexes telles qu'on les propose, en fait, il faut avoir énormément d'interlocuteurs. Et ça, c'est le premier point. Donc, un des enjeux pour nous, en fait, c'est de quelle manière, en fait, on met le bon focus. Donc, quels sont les bons comptes, quels sont les bons interlocuteurs sur lesquels on va mettre de l'énergie. Il n'y a rien de pire que de se dire qu'on prospecte, qu'on engage, qu'on fait des présentations, qu'on négocie, alors qu'on n'est pas forcément sur le bon ciblage. Donc, un des enjeux clés, c'est d'identifier très rapidement en amont, et ça démarre au niveau du SDR, enfin du SDR, BDR, SDR. Pour en parler, nous on utilise AccountIQ par exemple, pour identifier quelles sont les cibles les plus prioritaires sur un certain nombre de données. Ça permet effectivement de mieux cibler. On a vu que notre taux de conversion du passage des leads est passé de 5 à 15%. Donc ça, il y a un impact significatif. Pour autant, le volume de leads a baissé. Alors moi, ça ne me dérange pas dans l'absolu. C'est-à-dire que si j'ai moins de leads, mais des leads qui sont beaucoup plus qualifiés, ça a beaucoup plus d'impact que travailler un volant de leads qui est moins qualifié. Donc là, on est surtout dans l'efficacité opérationnelle. Ensuite, à partir du moment où le sales prend la main, il y a deux éléments clés. Le premier, c'est la recherche. Et je pense que ça, c'est fondamental. La recherche et la préparation. On a mis en place chez ContentSquare ce qu'on appelle des agents automatisés. Donc, on en parlait tout à l'heure. On a déjà anticipé ce point-là. Donc, ces agents sont ni plus ni moins en fait que du chat GPT pimpé, sur lequel on fait ce qu'on appelle des recherches sur du value selling, donc des pyramides de valeur, du 9box. Voilà, on a toute une méthodologie en interne qui nous permet, avant d'arriver chez le client, en fait, d'être extrêmement préparé. Donc, on donne à manger à cet agent les rapports financiers, tous les éléments en fait qu'il peut avoir, et très rapidement, on a une vue synthétique et surtout, on est extrêmement précis. Donc ça, c'est un point clé. L'autre point clé que je voulais mettre en avant aussi, c'est, tu en as parlé tout à l'heure sur le MEDDIC. Donc MEDDIC est ni plus ni moins une méthodologie, on va dire, de qualification de son deal et d'avancement de son deal. À travers notre CRM, les outils de qualification qu'on a, on arrive à croiser les informations pour se dire est-ce qu'un champion est un vrai champion, est-ce que la pain est vraiment une bonne pain, et à travers toutes ces datas-là. Donc, voilà, aujourd'hui, si je dois résumer, on met à disposition en fait des outils à disposition des commerciaux pour en faire ce que j'appelle un commercial augmenté, parce que en fait un commercial c'est comme un bon cuisinier, c'est-à-dire il y a l'art et la science. On ne va pas jouer sur l'art, par contre on va jouer sur la science. Merci. C'est un peu le commercial et son agent tel qu'il nous a été présenté dans la roadmap. Transition pour toi Bernard, tu as évoqué, tu as parlé de la prospection. Comment est-ce que l'IA et l'humain s'interfacent en fait dans les étapes suivantes que sont la gestion de la relation client et la fidélisation? Alors là, j'allais dire même c'est le premier sujet qu'on a commencé à vraiment pousser, la rétention de nos clients. Alors on veut se développer évidemment pour croître. Il faut d'abord retenir les clients. Enfin, je pense qu'ici tout le monde le sait. Et donc on a mis en place effectivement des alertes automatisées avec de l'IA intégrée chez Coface pour l'ensemble de nos commerciaux qui sont des account managers, c'est-à-dire ceux qui s'occupent du portefeuille de clients, avec des alertes automatiques qui ressortent. Donc c'est très pragmatique. L'alerte ressort tous les mois. Le commercial a une action à mener selon des critères et des indicateurs qu'on a mis à l'intérieur qui fonctionnent extrêmement bien. Et tout est synchronisé en fait dans notre CRM actuellement. Et c'est vraiment concret, j'allais dire. Et notre taux de rétention a pris plus de 3 points. Effectivement, c'est colossal pour nous. Donc ça marche vraiment bien. Merci de partager du coup ces données chiffrées. Dorine, l'IA est également un allié pour personnaliser les messages, rendre l'expérience plus engageante. Donc tu as parlé des avatars. Comment tu t'assures que l'IA serve de soutien à tes équipes dans la construction de relations solides? Donc il y a beaucoup d'IA qui va être intégrée. Déjà, on utilise beaucoup AccountIQ et tout ce qui passe derrière pour avoir une bonne préparation en amont. Il va y avoir des automatisations et des API qui sont connectés entre notre CRM, nos outils d'outreach, mais aussi LinkedIn Sales Navigator. Donc déjà, ça enlève toute une partie assez mundane et administrative pour les équipes. Il faut savoir que chez nous, à Scaleway, 60% de nos deals, on les gagne
pour la proximité. On a beaucoup investi dans l'humain, c'est-à-dire dans le recrutement de talents chez nous, que ce soit dans les équipes commerciales ou dans les équipes produits, pour qu'on ait des product managers et des commerciaux qui travaillent ensemble et qui vont closer un deal ensemble. L'IA nous permet de pouvoir mettre ce temps sur ça. Sur LinkedIn, on va passer du temps à regarder le fil d'actualité de nos leads et de savoir dans quel événement ils vont aller pour aller au même événement, pour aller les voir, pour aller les rencontrer. On va aussi regarder les posts LinkedIn et les interactions qu'on peut avoir avec nos clients existants parce qu'ils ont fait un testimonial ou quelque chose sur nous, et on va aller regarder les likes, regarder les commentaires, travailler sur ça et aller follow-up directement. Et c'est un travail minutieux. Il faut prendre le temps de regarder tout ça. Et l'équipe a le temps de le faire parce qu'il y a d'autres choses qui sont automatisées via l'IA. Donc nous, on joue sur notre force parce qu'à côté de nous, on a 3 hyperscalers, dont un ici dans la salle. Et il faut savoir aussi jouer sur les forces. Eux, ils ont de très grosses forces technologiques et des forces financières. Nous, on a une force humaine. Et grâce à l'IA, on peut vraiment jouer cet atout. Merci pour ce message optimiste. La fonction commerciale a de beaux jours. A de beaux jours devant elle. Et c'est vrai que dans un monde où la technologie évolue sans cesse, il faut préparer vraiment nos organisations à être prêtes. Le thème de la matinée, c'était Future Ready. Et la mission de ce panel, c'est vraiment de donner des conseils concrets et de partager vos best practices. Maintenant, comment est-ce que vous préparez pour l'avenir? Donc, question pour toi, Bernard. Quelles sont les principales transformations que tu mènes aujourd'hui pour préparer la transformation de demain sur les 2 prochaines années? Je dirais que l'ambition qu'on a l'année prochaine sur un marché qui est probablement plat pour nous, c'est de croître de 15. Donc, il va falloir mettre en place les plans, et l'IA va nous aider évidemment. On veut aller sur des segments sur lesquels on n'est pas présent, des petits et moyennes entreprises au niveau mondial. Et donc là, il faut digitaliser tout le process, qui est quand même une sacrée révolution, en tout cas dans notre domaine. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est ce que j'ai entendu, parce que nous, on est grands fans de LinkedIn. Nos commerciaux l'utilisent. J'ai vu beaucoup de choses très intéressantes qui vont arriver. Évidemment, j'ai entendu en français. Il nous le faudrait dans beaucoup de langues la par la suite. de Guillaume. Voilà, j'ai entendu tout à l'heure. Donc c'est Account IQ, Lead IQ, enfin tous ces systèmes qui sont complètement intégrés dans nos CRM, puisqu'en réalité, il faut que tout soit dans le même processus pour un commercial, sinon il l'utilise pas vraiment. Là, une fois que c'est à l'intérieur, il y voit la valeur, il y voit l'avantage. Là, il l'utilise vraiment. Donc c'est d'embarquer toute la force de vente, aller dans cette direction. Pour l'instant, on a des précurseurs, on a des gens qui lead, mais il faut réussir à embarquer la masse dans ce domaine, et là on gagnera en efficacité. Oui, c'est la gestion du changement dans une équipe. Exactement. C'est vrai que synchroniser tout dans un seul espace et dans une seule plateforme est quelque chose qui va rendre la vie vraiment beaucoup plus simple et aider à propulser ce changement, quoi. C'est le cas. Transition pour Stéphane, toi, chez Content Square, quelles sont les évolutions que tu envisages? Comment est-ce que tu prépares tes équipes à être future ready pour les 2 prochaines années? Future ready. En fait, jusqu'à présent, je pense qu'il y avait un effet un peu de mode sur l'IA. Donc on l'a vu il y a 1 an et demi, 2 ans, où tout le monde parlait d'IA. La réalité, c'est que maintenant, en fait, on a des cas d'usage qui sont extrêmement concrets, avec des vrais bénéfices. Pour moi, le futur, c'est un peu comme ce que tu disais, Bernard, c'est de faire en sorte en fait de rationaliser tous les produits pour en faire toute une chaîne de valeur qui va en fait de l'acquisition jusqu'à la rétention, et tout le monde travaillant en fait sur le même socle. Alors, c'est pas forcément les mêmes produits, parce que forcément les outils de rétention sont pas les mêmes que ceux de l'acquise, que le CRM, etc. Mais c'est d'avoir au moins un dénominateur commun quand on parle du client. Et je pense que le plus important, c'est toujours de se recentrer autour du client et du cycle de vie du client. Ça, pour moi, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, paradoxalement, c'est back to basic, comme je dis souvent. C'est pas parce qu'on a des agents autonomes, on a de l'IA, du CRM, de la data, etc., qu'il faut pas aller voir nos clients, qu'il faut pas créer des relations, qu'il faut pas aller chez les clients. On a un peu trop tendance à se cacher derrière son Zoom pour se dire, OK, je fais un meeting de 30 minutes, ça suffit. Non, allez voir les clients. Et si on mixe... j'appelle ça toujours l'art et la science, c'est-à-dire que si on mixe l'art commercial avec tous les outils qu'on mettra à disposition, je pense qu'on obtiendra ce fameux sales augmenté, et on gagnera en efficacité opérationnelle, en productivité et surtout en revenus.
Art and Science of Sailing. Merci. Dorine, chez Scaleway, quels sont les éléments essentiels pour que l'organisation soit prête pour demain et pour les 2 prochaines années et tous les changements qui nous attendent? Oui, donc nous, on a une belle croissance qui nous attend avec plus de 50% de croissance. Donc l'équipe est armée, l'équipe connaît les chiffres. Et c'est aussi de pouvoir avoir cette transformation des métiers. Parce que je pense vraiment que les métiers du commerce ont un très bel avenir, mais ça sera pas le même. On l'a vu avec les agents, les métiers de BDR, SDR, ASR sont en train d'évoluer, donc c'est aussi de les faire évoluer. On a en interne une Sales Academy où on est très fiers, où on a vraiment tout en place au niveau des connaissances, des bons réflexes pour que les nouveaux qui arrivent puissent tout de suite monter en compétences. Faut savoir qu'on vend aussi des produits qui sont très techniques. Donc d'arriver aussi à porter le changement, mais aussi le changement technologique. Ça, c'est très important parce qu'en plus des changements de nos clients, il y a le changement de nos produits, d'être sûr que tout le monde est à jour. Donc c'est vraiment de senioriser nos talents, d'être sûr aussi de les retenir. C'est un marché qui est très compétitif, je trouve, en ce moment au niveau des commerciaux. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'offres et des offres qui sont de plus en plus belles, avec de plus en plus d'avantages, etc. Donc c'est d'être sûr aussi de les garder chez nous. Il y a plein de choses qu'on met en place avec tous les outils d'IA. Je suis assez d'accord avec toi qu'il y avait cette tendance de « je veux faire de l'IA, tout le monde veut faire de l'IA ». Maintenant, c'est de le garder, d'être sûr d'avoir son ROI et de les renouveler. On a des outils d'IA en ce moment. On ne sait pas si on va les renouveler parce qu'on se rend compte qu'il y a, comme LinkedIn, qui arrive maintenant à faire lead IQ et des agents. On se dit, mais au final, c'est génial parce que nous, ça va nous permettre peut-être d'enlever quelques softwares qu'on a. Et on a un stack de tous nos toolings où il y a tous nos outils qui sont détaillés par département sales, avec le coût, le ROI, le nombre de licences. Moi, je vois très bien quel slide je peux enlever par rapport à une autre qui va être augmentée. Et ça me permet vraiment stratégiquement d'avancer avec le moins d'outils possible parce que c'est trop dur pour une équipe d'en avoir 50. On rejoint vraiment du coup les deux grands volets, croissance rentable et promesse de l'IA. Je voulais vous remercier tous les trois. On va poursuivre ces échanges après ça pendant le petit cocktail de networking parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui auront des questions à vous poser. Un tonnerre d'applaudissements pour nos panélistes. On a entendu des bons petits tuyaux pour l'avenir. Certains sont prêts. Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est on a beaucoup parlé de stratégie. Et je pense que dans l'idée d'aller à l'encontre de cette promesse de l'intelligence artificielle, il y a quand même l'idée d'être maître de son destin et du coup de prendre en considération le fait de définir une stratégie. On va aller encore un petit peu plus loin dans nos idées d'innovation. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur scène Sandrine Tarnot, donc Head of Data et AI chez Microsoft. Vous savez quoi? Elle va nous dire tout sur l'intelligence artificielle et comment on va accélérer. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis en charge des produits et de tout le business autour de la data et de l'intelligence artificielle, donc incluant bien évidemment l'AI générative, pour Microsoft France. Alors Claire t'a présenté un agenda très ambitieux. Je vais essayer de faire une petite vingtaine de minutes, un peu l'état des lieux de ce qu'est l'IA et en particulier l'IA générative, avec des usages, retours d'expérience, etc. Même si je trouve que dans le panel, il y a une formidable illustration finalement très concrète de ce qu'on peut faire avec l'IA et notamment l'IA générative. Et puis après, de manière très modeste, je vous expliquerai, je vous partagerai quelques recommandations pour démarrer ce type de projet si vous n'avez pas déjà initié cette transformation et un petit peu les facteurs clés de succès de ce type de projet autour de l'AI. Alors, tout d'abord, je pense que
Tout le monde est convaincu que nous sommes aujourd'hui au sein d'une énorme révolution technologique. Je pense qu'on n'a plus trop de débats, dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait toute cette courbe d'accélération, et notamment sur les dernières années, au travers des différentes vagues d'innovation technologique entre le mobile, Internet, les PC, il y a plusieurs décennies, etc. Tous les acteurs, et y compris les analystes, sont convaincus pour dire qu'aujourd'hui, même si l'IA en tant que telle n'est pas un sujet nouveau, grâce à l'IA générative, la capacité de calcul, nous allons franchir en fait des seuils en termes d'accélération et d'impact sur l'économie. D'ailleurs, McKinsey a récemment publié une étude des prévisions économiques et estime à l'échelle mondiale que l'impact annuel sur le PIB sera de 25 trillions de dollars. Donc c'est très difficile finalement même d'arriver à visualiser ce type de chiffres. En tout état de cause, voilà, la révolution a démarré. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, toutes ces dernières années. Et aujourd'hui, on a des technologies qui sont prêtes. D'ailleurs, on parle plus. Bien sûr, on a vécu toutes ces vagues, le cloud, grâce à l'arrivée des mobiles, d'Internet, etc. On parle maintenant depuis une dizaine d'années de digital transformation. Et aujourd'hui, il y a un mot qui revient de manière assez répétitive, qui est la transformation par l'IA. Et finalement, comment chacune de nos organisations peut devenir une AI company. Ce qui est intéressant, et je pense que c'est vraiment le point, clé, c'est que très souvent, on parle de révolution, mais les technologies ne sont pas complètement prêtes. Dès qu'on parle d'IA générative, aujourd'hui, les modèles sont éprouvés, les puissances de calcul sont là. Pour vous donner un chiffre à l'échelle de Microsoft, tous les 6 mois, pour ceux qui se souviennent de toutes les chiffres qu'on partageait dans le cadre de la loi de Moore avec les PC, les processeurs, etc. Finalement, aujourd'hui, tous les 6 mois, nous multiplions par 30 notre capacité de calcul. Ce qui veut dire que finalement, entre la combinaison des technologies d'IA générative et des technologies d'IA qui sont bien évidemment très éprouvées, parce qu'elles ne sont pas récentes, plus cette capacité de puissance de calcul, on le voit que sur certains métiers, notamment par exemple des métiers autour de la R&D, de la santé, etc., ce qui mettait avant des mois, des semaines, voire des mois en termes d'analyse, d'études, etc., aujourd'hui on les réalise en quelques minutes grâce à la technologie. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que finalement, l'IA générative, je fais un parallèle peut-être un peu grossier avec le mobile il y a une quinzaine d'années, les smartphones, c'est que finalement l'adoption de ce type de technologie, elle est relativement simple. Dans les dîners de famille, entre amis, etc., tout le monde a essayé il y a 2-3 ans, quand les technologies sont sorties, pour nommer certainement le plus connu, ChatGPT, qu'on soit très jeune, plus âgé, par rapport à ces centres d'intérêt. Donc l'utilisation, l'accessibilité, la démocratisation de la technologie permet finalement cette adoption rapide. Et on a franchi en 2 mois la barre des 100 millions d'utilisateurs ChatGPT, quand, si je fais un parallèle avec il y a quelques années, Internet, ça a pris 7 ans, et le téléphone mobile, ça a pris 16 ans. Voilà. Pourquoi ? Parce que les technologies sont là, elles sont simples d'utilisation, c'est basé sur de la conversation, elles sont simples d'utilisation, et finalement, elles ont été tellement enrichies de sources d'informations diverses et variées qu'elles répondent à plein de questions sur différents sujets. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de vous partager, je ne vais pas forcément commenter tous les chiffres, mais quand on regarde, très souvent, il y a un côté réfractaire un petit peu au changement. Toute nouvelle technologie, interroge sur, génère des inquiétudes, etc. Alors, il reste des inquiétudes et j'y reviendrai. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que finalement, les collaborateurs, pour 2 sur 3, ils sont prêts à déléguer, une partie de leur tâche à l'IA. D'ailleurs, vous allez voir dans le prochain slide qu'aujourd'hui, c'est des technologies qui sont, et on a eu bien évidemment la preuve avec tous les exemples du panel, qui sont aujourd'hui largement utilisés. La même proportion aujourd'hui est d'accord finalement de se dire que il y a plein de tâches dans la journée qui sont pas du tout intéressantes, très chronophages, répétitives, qu'on pourrait automatiser, et pour laisser la place finalement à réfléchir sur des missions, des actions à plus forte valeur ajoutée, être en capacité de réfléchir de manière un petit peu plus stratégique. Et d'ailleurs aujourd'hui, les entreprises font un constat, en tout cas à 60% d'entre elles, de se dire
Si j'ai pas créé cette culture de l'innovation, c'est un problème. C'est un problème parce que je risque bien évidemment de louper des opportunités, en termes de business et de marché. Ça pose aussi un problème, on le voit notamment, c'était évoqué précédemment, sur les jeunes générations. Il y a une appétence aujourd'hui des technologies sur les jeunes générations. Donc si on veut aller attirer ces talents, il faut montrer qu'on soit en capacité d'innover. Maintenant, le retour d'expérience sur l'IA depuis sa généralisation, j'ai envie de dire depuis 2 ans. Donc ça, c'est un petit business case, alors qui est très simple, voire peut-être un peu simpliste, parce que d'un usage à un autre, les chiffres peuvent être bien évidemment variables, mais en tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est qu'aujourd'hui, 70% des collaborateurs qui utilisent de la donnée, de l'information, utilisent de l'IA. On voit que l'adoption s'est accélérée ces 6 derniers mois, puisque 46% aujourd'hui ont commencé à l'utiliser il y a 6 mois. Premier gain, on a commencé à déployer Copilot chez nos clients. Les premiers gains, c'est 30 minutes d'économiser par jour grâce à ces technologies de Copilot qui vont aider à rédiger des emails, chercher des documents, etc. Et on en est au début aujourd'hui de cette adoption. Les entreprises ont aussi compris qu'il y avait un impact fort pour sur leur business. Donc aujourd'hui, 65% d'entre elles ont déjà intégrer de l'IA dans leurs services et produits délivrés à leurs propres clients. Voilà, retour d'investissement. Donc là, il est très entre guillemets simpliste. Pour $1 investi, c'est 3,5 $. On est souvent sur des ratios de 1 pour 10 en fonction bien sûr de la nature des projets. Voilà. Et puis effectivement, à partir du moment où on arrive à automatiser des tâches finalement répétitives, voire un petit peu rébarbatives, ça laisse la place à la relation sociale, à réfléchir sur des projets beaucoup plus structurants à valeur ajoutée. Et donc les entreprises estiment que ça contribue au bien-être de leurs collaborateurs. Si maintenant je fais un petit zoom sur nous, Microsoft, notre mission et notre responsabilité en tant qu'entreprise sur tous ces nouveaux sujets autour de l'IA et en particulier de l'IA générative. Alors, je vais le dire en anglais parce que c'est toujours beaucoup plus joli qu'en français. Je vais revenir sur 2 aspects. D'abord notre mission en tant qu'entreprise et puis nos ambitions. Notre mission, c'est Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. L'objectif derrière, c'est d'arriver à donner beaucoup plus d'autonomie à l'individu, à lui l'aider à développer ses capacités. On a parlé tout à l'heure de collaborateurs augmentés. C'est exactement cet objectif et afin de réaliser plus. Notre ambition, nous, derrière, comment est-ce que ça se traduit en termes de stratégie d'entreprise? Le premier, c'est il faut absolument que cette IA, elle soit accessible. Il faut qu'elle soit simple d'utilisation. D'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, vous pouvez télécharger sur votre mobile Copilot, de manière gratuite, utiliser Copilot, etc., pour faciliter l'accessibilité finalement à chacun, de ces technologies. On a investi notamment, et je vais faire un petit zoom sur la France, on a investi massivement également donc il y a eu il y a quelques mois, c'était au mois de mai, le plan d'investissement de Microsoft, donc qui inclut des capacités de calcul en France avec la création d'un nouveau data center dédié à l'IA dans l'est de la France. Mais il y a eu aussi peut-être tout un volet qui a été un peu moins partagé finalement dans la presse, qui a pour objectif de développer les compétences. On s'est fixé comme objectif de développer les compétences, de former 1 million de personnes d'ici 2027. Donc on a fait un partenariat avec France Travail, on a des partenariats avec plein d'écoles, pour former les étudiants à ce type de technologie, des associations, etc. Donc on essaie de contribuer, nous, en tant qu'acteurs économiques, à ce développement, en termes d'acteurs de société, également à ce développement des compétences, à travers le monde et en particulier en France. Et puis, et j'y reviendrai, ça sera, je crois, mon avant-dernière slide, c'est que tout ça ne peut se faire que dans un cadre où on respecte des règles d'éthique et on reste en tant qu'entreprise responsable. Et ça, c'est un des fondamentaux sur lequel, on est très engagé. Donc comment ça s'est traduit pour Microsoft en termes de stratégie? Donc je ne vais pas refaire tout le partenariat OpenAI, il y a eu suffisamment d'articles de journaux qui ont été partagés, mais donc 2019 partenariat stratégique avec OpenAI où pour les aider à entraîner leur modèle, on a mis à disposition notre puissance de calcul. Ça s'est traduit comment? Une stratégie de Microsoft d'infuser OpenAI dans l'ensemble de son portefeuille technologique. Donc vous retrouvez, et je vais insister sur la notion de copilot. Pourquoi on appelle ça un copilot? L'objectif, c'est d'augmenter l'humain, c'est pas de remplacer l'humain.
on peut, et c'est un point important, comment dire, alors on peut arriver aujourd'hui à les contourner quand on a une base de connaissances qui est très définie, quand on fait du LLM sur des usages dans vos entreprises, mais on peut avoir encore des phénomènes d'hallucination, voire d'illusion. Donc l'humain reste décisionnaire, bien évidemment, et acteur de ce qui est généré par l'IA générative, d'où le fait qu'on insiste sur cette notion de copilote. Donc, intégration de toutes ces technologies dans Microsoft 365, donc toute la suite collaborative. On a une vraie stratégie également aujourd'hui de développer, de mettre à disposition des copilotes par fonction, par persona au sein des entreprises. Donc, copilot for finance, for sales, for service, etc. Donc, c'est décliné sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise. On laisse bien évidemment à disposition, la capacité pour nos clients de développer eux-mêmes, basés sur, des technologies LLM. Donc, on a une stratégie modèle as a service. On a OpenAI, mais on en a plein d'autres. On a notamment Mistral, qui est un des beaux fleurons français de LLM, pour choisir finalement le meilleur modèle sur la plateforme Azure qui vous permettra de créer votre usage. Et puis on a des solutions dédiées pour le développement, notamment avec GitHub, et pour la gestion de la sécurité. Aujourd'hui, l'impact, alors je pense que ça a été largement illustré précédemment, mais globalement, on voit 4 piliers en termes d'impact, si je le résume de cette façon-là. C'est l'IA générative pour faire quoi? C'est petit 1, l'expérience employée, c'est comment est-ce qu'on aide nos collaborateurs finalement à automatiser, améliorer leur productivité et générer et finalement travailler sur des tâches qui soient plus à valeur ajoutée. C'est toute la relation client. Alors on a vu depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans l'avènement des premiers chatbots grâce à l'AI générative, mais ça va bien au-delà sur la relation, programme de fidélité, etc. Enfin, on a plein de cas d'usage très divers et variés. Il y a un vrai gain de productivité aujourd'hui sur tout ce qui est automatisation des processus métiers, des processus d'opération, etc. Enfin, l'ensemble des processus de l'entreprise, où il y a plein de choses qui peuvent être automatisées grâce à l'AI générative. Et puis, on l'a vu, c'était le chiffre que je vous présentais tout à l'heure, 65% des entreprises utilisent ces technologies aujourd'hui pour, infuser de l'AI dans leurs services et leurs produits. L'objectif, c'est d'accompagner nos clients dans cette phase d'innovation pour aller chercher et conquérir des nouveaux marchés. Aujourd'hui, il y a 3 bénéfices, je vais les résumer de manière peut-être un petit peu simple, qu'on voit grâce à l'IA et en particulier l'IA générative. C'est je pense que les termes parlent d'eux-mêmes. Tout d'abord, des gains en termes de vitesse, parce que vous allez accéder très rapidement à une source d'information qui vous aurait mis peut-être plusieurs dizaines de minutes, à trouver. Et parce que vous allez vous aider à rédiger des contenus, faire des traductions de français vers anglais, etc., etc. La qualité, comme vous avez une capacité à accéder à une richesse de documents qui peuvent être soit les documents de l'entreprise ou soit des documents mis à disposition et partagés sur le web, ça permet d'élargir en fait la base de connaissances et puis d'améliorer finalement la qualité de la lecture qu'on peut avoir de cette base de connaissances. Et puis la profondeur, pourquoi? Parce que grâce à cette puissance de calcul, on dépasse la capacité d'un ou de plusieurs cerveaux humains et ça va permettre de mettre en œuvre des tâches qui soient beaucoup plus complexes grâce aux technologies. Maintenant, deuxième sujet que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est comment on passe à l'échelle. Alors, on a plein de beaux exemples aujourd'hui de réalisation. Il y a eu différentes étapes. Je crois que tout à l'heure, c'était partagé. Il y a eu au départ, tout le monde voulait faire la phase de découverte. Après, non, finalement, c'est peut-être qu'un effet de mode. Non, concrètement, c'est pas un effet de mode. Aujourd'hui, les entreprises massivement développent des cas d'usage, à l'échelle grâce à l'IA et à l'IA générative. Il y a maintenant quelques, règles ou recommandations à suivre pour réaliser avec succès ce passage à l'échelle. Tout d'abord, encore une fois, ça a été partagé. C'est important d'insuffler au sein des entreprises et des organisations une culture de l'innovation. Cette culture de l'innovation, elle vient très souvent parce que il y a un sponsorship extrêmement élevé du comité de direction qui va donner en fait cette impulsion pour pousser ses collaborateurs à tester, à apprendre. La notion d'apprentissage permanent, elle est, je pense, d'autant plus clé parce que il y a finalement, on est dans un monde qui devient
devient quelque part un peu plus complexe. Donc il faut rester, avec cette capacité d'apprentissage. Donc ça veut dire qu'il faut laisser du temps à ses collaborateurs pour cet apprentissage. Et puis une fois qu'on a dit ça, eh bien, il y a quelques étapes, qui sont importantes à franchir. La première, c'est déjà, il faut bien identifier quels sont ces défis, ces challenges en tant qu'entreprise sur son métier. Est-ce que c'est la relation client? Est-ce que c'est le risque de disruption d'un nouvel acteur, etc. Cette discussion, interne à l'organisation, elle est clé parce que, c'est important de pas faire de l'AI génératif pour faire de l'AI génératif, mais pour répondre à un besoin ou un challenge en tant qu'organisation. C'est extrêmement important aussi dès ces phases de réflexion, parce qu'on va engager des discussions avec le métier, d'impliquer en fait les équipes, de les sensibiliser sur les technologies, etc. On voit que en fonction des industries, des domaines, des tailles d'entreprise, cette mission elle est plus ou moins facile à réaliser. Mais ce travail quelque part de communication, de sensibilisation, il est clé. On voit d'ailleurs que beaucoup de clients utilisent des hackathons, des journées dédiées sur quelques cas d'usage métier pour réunir de manière collaborative le métier, l'IT, les data scientists et réfléchir ensemble avec à la fin une petite incentive. Voilà, et ça permet en fait d'initier toute cette démarche d'expérimentation et puis de pousser les collaborateurs à s'impliquer sur ce type de projet. Et puis à un moment donné, quand on fait de l'IA, on fait pas de l'IA pour de l'IA comme je le disais, c'est parce qu'il y a un usage et qu'on a un bénéfice avec un business qui est extrêmement bien identifié. Si je vais résumer ce que je viens de vous dire, mais de manière peut-être un peu plus approfondie, aujourd'hui, on a globalement 3 piliers sur lesquels on recommande à nos clients de s'engager. Il y a un premier pilier qui est l'expérimentation. C'est comment est-ce que, au sein de mon entreprise, j'identifie un projet pilote, c'est-à-dire que j'ai un cas d'usage, une problématique métier que j'ai bien identifié, sur lequel le métier est d'accord de s'engager, avec derrière un business case. La notion de business case, elle est clé. Pourquoi? Parce que dès que vous allez démontrer les premiers succès, vous allez démontrer les économies ou les évitements de coûts, et ça va permettre finalement de démarrer ce cercle vertueux pour continuer à investir dans cette transformation par l'IA. Donc la définition des facteurs clés de succès, de tous les critères qui feront que le projet sera ou pas une réussite, elle est aussi bien clé. Il faut savoir les chiffrer, pour bien les quantifier. Et puis je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Collaboration métier IT, c'est clé. C'est pas le métier qui fait tout seul son projet, c'est pas l'IT non plus. Il faut vraiment écouter les attentes de l'un et puis les contraintes techniques de l'autre pour faire de ce projet, un succès, parce que c'est important de mettre toutes les bonnes compétences autour de la table. Ensuite, il y a un deuxième pilier qui sont les équipes, nos collaborateurs, donc tout le travail de sensibilisation que j'évoquais, voilà, c'est comment est-ce que sur un usage précis, finalement, les technologies vont permettre d'apporter, des bénéfices. C'est aussi extrêmement important d'écouter toutes les inquiétudes, parce qu'il y en a encore. La première, c'est est-ce que mon job va être demain remplacé par l'IA, donc de comprendre finalement potentiellement ces doléances, ces écueils, etc., pour y répondre et travailler ensemble de comment est-ce qu'on peut améliorer et non pas remplacer. Et puis la formation donc sur les usages, le risque, ce que j'évoquais, phénomène d'hallucination potentielle quand on a une base de documents qui est très élargie ou qu'on va chercher sur des informations, par exemple sur des sites web, on enrichit la base de connaissances par rapport à des informations qui ne sont pas les informations de l'entreprise. Il y a une hallucination ou une illusion qui est possible. Donc il faut former finalement nos collaborateurs à tous ces risques et puis communiquer dès les premiers succès pour engager cette culture de la transformation et s'assurer finalement que les équipes sont supporters de toute cette démarche. La phase d'industrialisation, elle doit être aussi réfléchie dès le départ. On peut commencer à expérimenter 1, 2, 3 cas d'usage, mais finalement, on voit que très vite, des questions peuvent se poser, alors souvent dès le départ autour de la sécurité et la compliance, mais après en termes de plateforme, etc. Donc, c'est important donc il y a différents volets quand on parle d'industrialisation. Il y a d'une part,
je lance un nouveau projet qui permet d'automatiser par exemple un certain nombre de tâches. Potentiellement, ça peut changer quelques processus métiers, éventuellement avoir des effets de bord sur d'autres. Donc ça, il faut l'identifier. C'est-à-dire que cette discussion doit avoir lieu dans l'entreprise, elle doit être documentée pour s'assurer finalement qu'on est en capacité derrière de passer à l'échelle. Deuxième sujet, c'est la gouvernance des projets et le cadre éthique. Le cadre éthique, il est, souvent on a, le métier veut faire, a une idée, mais si cette idée, elle doit respecter un certain nombre de règles sur lesquelles je reviendrai, et on peut pas déroger à ce côté éthique et responsable de l'entreprise, parce que derrière, ça engage la responsabilité de l'entreprise, surtout quand, l'usage peut être potentiellement vis-à-vis de tiers, fournisseurs, clients, etc. Et puis, dès le départ, réfléchir également au plan de conduite du changement. Je reviens, sur ce que je partageais autour de la formation continue. C'est important d'expliquer cette transformation, d'expliquer les usages. Voilà. Donc, il y a tout un plan de formation qui doit être, mis en œuvre pour faciliter l'adoption et l'utilisation des technologies. Voilà. Maintenant, un petit zoom sur deux sujets qui sont, pour moi, clés et qui font partie du cœur des process, Microsoft. On a nous-mêmes des comités éthiques et de responsabilité. Il y a aujourd'hui, si je devais les résumer, 6 grands thèmes en termes d'éthique, de cadre éthique, qui sont à respecter et on ne peut pas finalement déroger pour l'un d'entre eux. Le premier, c'est tout ce qui va être privacy et sécurité de la donnée. La donnée, quand vous l'utilisez, on a tout un tas de règles en France et en Europe. Il faut s'assurer qu'on respecte ces règles et que si à un moment donné, on a besoin en fonction de son métier, de son industrie, d'expliquer finalement la traçabilité de la donnée, il faut être en capacité de le faire. Donc la donnée, voilà, c'est un sujet qui est très sensible. C'est une asset qui a des règles qu'on doit respecter et il est important de pouvoir répondre finalement à tous ces engagements et de responsabilité en tant qu'entreprise. Il y a bien évidemment aussi, dès qu'on parle d'IA et d'IA générative, des sujets autour de l'inclusion, le fait que finalement l'usage qu'on va en faire il soit juste. Je vais citer deux exemples. C'est pas privilégier ou défavoriser en fonction de facteurs socioculturels, par exemple, ou ça peut être de traiter de manière complètement juste des personnes qui ont un handicap au même titre que celles qui n'en ont pas. Voilà, ça c'est des sujets où on peut avoir des biais en fonction de la façon dont sont construits les algorithmes, et les biais, il faut absolument les combattre. D'où le fait que finalement chaque usage doit être absolument identifié, regardé, parce qu'ils sont clés sur la capacité derrière à l'entreprise d'apporter les bonnes réponses de manière juste et inclusive. L'entreprise reste complètement responsable. À partir du moment où on a un usage, que ce soit interne ou externe, c'est la responsabilité de l'entreprise qui est engagée. Donc il faut que l'entreprise assume cette responsabilité, et puis qu'elle soit, et c'est la notion de transparence, aussi en capacité d'expliquer le modèle. Voilà. J'ai envie de dire, il faudrait être quasiment en capacité d'expliquer à un enfant de 10 ans comment on a construit le modèle, l'algorithme, avec l'objectif derrière, parce que cette notion de transparence, elle est extrêmement importante. Voilà. Et puis bien évidemment, l'IA, elle doit être fiable, et complètement sécurisée. On peut pas. Alors, on utilise l'IA maintenant, depuis de très longues années pour tout ce qui est voiture autonome. On peut pas faire 99,9% de bonnes décisions, c'est du 100%, parce que derrière, c'est des questions de vie humaine. Voilà. Donc ces 6 facteurs, ils sont absolument clés, d'où l'importance de mettre dès le départ un cadre éthique et de gouvernance au sein de chacune des organisations. Et puis je voudrais juste faire peut-être un petit zoom rapidement, parce qu'on a lu beaucoup de choses finalement dans la presse autour de la donnée, etc. Quand on fait de l'AI, et notamment du Gen AI, vous avez plein de modèles open source. Quand vous mettez vos données, dans l'open source, vous mettez vos données à disposition, vous les partagez dans le cadre d'une communauté. Si vous utilisez les services Azure, alors que ce soit OpenAI, puisqu'aujourd'hui on intègre tout un tas de LLM du marché, il y a un certain nombre d'engagements qu'on prend vis-à-vis de nos clients. Le premier, c'est que les données, ce sont vos données. Microsoft n'ira jamais accéder à vos données. D'accord ? On ne fera pas d'utilisation, on n'utilisera pas vos données pour entraîner nos propres modèles. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les modèles LLM du marché, OpenAI, Mistral, Llama, etc. On les fige.
on les intègre, à nos technologies, mais on n'utilisera pas vos données pour contribuer à cet aspect communautaire. Les données, quand elles sont stockées dans Azure, c'est votre tenant. Donc on s'engage à respecter bien évidemment toutes les règles en termes de chiffrement, d'encryption. On est capable aussi de localiser des données. Aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes. Et tant mieux, en France, pour avoir sur certaines industries régulées les données qui restent en France. Aujourd'hui, on sait prendre l'engagement que vos données soient en France et ne sortent pas de la France ou sinon de la communauté européenne. Voilà, donc ces engagements que nous prenons, nous, chez Microsoft, elles sont clés, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a encore quelques entreprises qui ont qui sont réfractaires à l'utilisation du cloud pour ces raisons, en fait, parce qu'elles ont l'inquiétude de voir des risques d'exposition de leurs données et du coup une relation compliquée avec leurs clients. Et ça, ce sont les engagements que prend Microsoft, parce qu'encore une fois, la donnée, c'est certainement l'or noir de nos métiers. Il faut qu'elle soit, traitée à sa juste valeur avec le niveau de responsabilité associé. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie et je remercie encore profondément LinkedIn pour leur invitation. Et je vous souhaite à tous un bon cocktail et une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci Sandrine, merci. Là, c'est le moment où normalement vous vous sentez un petit peu fatigué, un petit peu assoiffé ou affamé, mais surtout, ce que je souhaite, c'est que vous vous sentiez inspiré. On a parlé quand même de beaucoup de choses dans cette matinée, ça a été riche d'informations. Alors, on a parlé évidemment de cette ère commerciale qui évolue, qui change. Pas nouveau, on est d'accord, mais ce qui change clairement, c'est la vitesse à laquelle les choses sont en train d'évoluer aujourd'hui. Et donc, en ces termes, évidemment, nous avons un rôle à jouer. Alors, on a entendu aussi pas mal de promesses, la promesse de l'IA, la promesse de Guillaume d'ailleurs. Et alors j'espère qu'on s'y tiendra, avec des belles nouveautés, Sales Navigator qui arriveront entre vos mains d'ici, qui sont déjà là en anglais, mais qui seront en français du coup dès 2025. Est-ce que la réflexion aujourd'hui finalement, c'est on a entendu l'intelligence artificielle, elle est partout, elle est là, mais elle est déjà bien installée depuis quelques années. C'est pas là le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est comment je vais faire rentrer l'agent dont on a parlé. Comment je vais le faire rentrer, moi, dans mon organisation? Finalement, l'intelligence artificielle comme telle peut être un problème. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle générative. Et c'est celle-là qu'on doit intégrer dans notre stratégie. D'où l'intérêt d'avoir une stratégie. Je tiens à remercier aujourd'hui tous les participants à cette conversation, particulièrement nos panélistes, évidemment. Je tiens à remercier, évidemment, chacun d'entre vous présent aujourd'hui pour votre écoute, mais surtout votre engagement auprès de LinkedIn et Microsoft. On ne va pas s'arrêter là. Je vous l'ai dit, la conversation va continuer. Si vous êtes intéressé par ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous pouvez également retrouver le fruit des études Ipsos sur ce QR code. Vous l'avez également de toute façon dans votre petit tote bag. Si vous êtes intéressé de continuer cette conversation autour du sujet d'aujourd'hui, du Sales Connect, un hashtag, le Sales Connect 24, pardon. Donc nous, on vous a fait des promesses. Vous nous avez entendus, on vous a promis des belles innovations. Maintenant, je pense que c'est à vous aussi, à vous-même, de comprendre quelles sont les choses à lesquelles vous allez pouvoir promettre votre organisation, votre entreprise. Comment vous allez embrasser finalement toutes ces innovations et les rendre concrètes dans votre organisation. Êtes-vous prêts à être future ready ? Êtes-vous prêts à être future ready? Ah, voilà, ça c'est ce que je voulais entendre. Et puis, comme on veut continuer à vous faire des promesses auxquelles on tient, c'est important de savoir ce que vous voulez. Et donc, n'hésitez pas à nous donner un petit peu de feedback, parce que c'est important, on se nourrit de votre opinion, on se nourrit
de vos feedbacks pour avancer, que ce soit sur nos événements, que ce soit sur nos produits. Donc, s'il vous plaît, soyez vocaux aussi sur ce petit QR code. Je vous invite maintenant à nous rejoindre donc, dans l'espace de coworking, de networking, pardon, à l'extérieur. Vous aurez de quoi vous restaurer, de quoi networker. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui.